Alors, monsieur le ministre, monsieur Toubon, mesdames et messieurs les élus du Conseil, mesdames, messieurs, c'est un plaisir et un peu de fierté, je ne vous le cache pas, que nous recevons ce soir monsieur le ministre pour cette heure citoyenne consacrée à la loi dite du 26 janvier 2024, appelée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Depuis 2020 et les premiers conseils municipaux, nous avons décidé de proposer que chacune de nos séances du conseil municipal soit précédée par une heure de débat citoyen qui peut toucher différents sujets locaux, nationaux et internationaux. Nous avons ainsi traité de thèmes aussi variés que la transition écologique, les impacts de la 5G, l'éducation, la réappropriation de l'eau ou les questions de culture. La France, en matière d'immigration, c'est un peu des petits États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a deux pays dans le monde dont on peut dire qu'ils ont été assez fortement faits par l'immigration. Les États-Unis, bien entendu, puisqu'ils n'existaient pas avant, mais la France, qui, elle, Dieu sait, et les Français existaient, mais qui ont, depuis, en gros, le début du XIXe siècle, accueilli, puis intégré des millions et des millions de personnes qui ont franchi nos frontières comme étrangers. Et les premiers ont été, dans les années 1820-1830, des gens qui aujourd'hui, quand je vais le dire, vous paraîtront assez bizarres comme immigrés, des Belges. Les Belges ont été les premiers à venir dans les années 1820-1830. Et les Belges et les Allemands. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Allemagne. Il y avait des duchés, des principautés, etc. Et les paysans, notamment, en Allemagne, n'étaient pas très heureux. Et on a eu, dans les années 1830-1840, une immigration en France d'agriculteurs allemands en particulier. Donc, vous avez eu tout ce mouvement. En gros, on peut dater l'histoire moderne de l'immigration de 1850. Mais naturellement, on peut la faire remonter bien avant. Vous pouvez la faire remonter à Léonard de Vinci pendant la Renaissance. Mais ce n'est pas mon propos. Et 1945, au titre des grandes réformes, il y a eu l'ordonnance du 4 août, et dans l'ordonnance du 4 août, on voit les bases, en fait, de notre politique d'immigration et de nationalité telle que nous l'avons toujours aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que, et le débat d'aujourd'hui, je vais en parler tout à l'heure, c'est de ne pas enfreindre les principes de 45. Et les principes de 45, c'était en particulier les droits sociaux identiques pour tous ceux vivant et travaillant sur notre territoire, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. Et la question, c'est, est-ce que 80 ans après, on va le remettre en cause, ça ? C'est la question que vous verrez. J'essaierai d'expliquer tout à l'heure. Sur l'immigration, l'opinion que vous voulez, vous pouvez la manipuler. Vous pouvez dire « je suis pour »,« je suis contre »,« je suis pour »,« je suis contre », et puis vous battre avec vos adversaires politiques pour essayer d'en faire un argument. La réalité, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le monde, les frontières sont ouvertes et qu'il faut tenir compte d'une réalité qui est la mobilité internationale, extra-européenne ou intra-européenne. Sur notre démographie, il n'y a pas assez de natalité, on perd des habitants, comment on va faire pour financer les retraites, la sécurité sociale, etc. Bon, il y a une réalité, c'est qu'en gros, chaque année, on prend, si j'ose employer cette expression, 200 ou 300 000 personnes, plus, le 60%, 2 tiers de ces personnes sont des étudiants ou des familles. Hein, c'est pas des,
et c'est une des difficultés d'ailleurs, parce que dans d'autres pays, il y a plus en proportion de travailleurs qui viennent, et donc des forces économiques en quelque sorte, et moins de personnes comme les étudiants ou les familles qui ne sont pas directement c'est des consommateurs naturellement, mais ce n'est pas des producteurs, comme c'est le cas dans d'autres pays. On considère qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, c'est les estimations officielles, entre 600 000 et 900 000 personnes qui sont sans papier, en situation irrégulière, sans statut. C'est quand même beaucoup. Et qui viennent de ce que ils n'ont pas été admis, ils ont été l'objet d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée. Par exemple, il y a eu, je crois en 2021, 270 000 mesures d'éloignement contre des immigrants irréguliers qui ont été prononcées. En 22, j'ai relevé ce chiffre pour montrer comment fonctionne l'administration. Elle fonctionne. Plus de 20%, de 22 sur 21, 20% de plus de mesures d'éloignement. Mais quand on a dit ça, il n'y a que 7% de ces mesures qui sont exécutées. En gros, j'arrondis. Bon. Et ce qui fait au total de tout ce que je viens de vous dire, c'est que l'immigration conduit mécaniquement, si j'ose dire, arithmétiquement, la population française, la population en France, à grossir de 200 à 250 000 personnes chaque année. Ce qui est une des réponses à cette question. On ne fait pas assez d'enfants, on n'a pas le taux de fécondité à 1,7 qui est nécessaire pour le renouvellement des générations. Eh bien, si, une des réponses à cette question, c'est effectivement, il faut le dire très clairement, l'immigration, c'est-à-dire à la fois l'installation dans notre pays de personnes qui viennent de l'étranger, et d'autre part, le fait que ces personnes font des enfants, et des enfants qui sont des enfants nés en France et faisant partie de la population française. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est comme ça, et c'est ce qui fait la France et la population française aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que ce phénomène-là, il n'est pas du tout d'aujourd'hui, et qu'en gros, ça fait maintenant 180 ans que la France est ce pays d'immigration et que nous sommes construits, en quelque sorte, comme un pays d'immigration. 32 articles de la loi sur 86 ont été censurés, et ont été censurés non pas parce que les dispositions n'étaient pas conformes à la Constitution, mais parce qu'ils constituaient ce qu'on appelle des cavaliers législatifs. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a considéré, appliquant l'article 45 de la Constitution, que ces dispositions n'avaient pas de lien ni direct ni indirect avec le projet de loi initial. C'est exactement ça, le cavalier législatif. Donc, il a fait tomber tout ça. Et ça veut dire qu'il a fait tomber, par exemple, les articles qui étaient pour le durcissement, j'appellerais ça le durcissement des conditions du regroupement familial, la mise en place d'une caution pour les étudiants étrangers, la délivrance, alors dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt positif, d'un titre de séjour pour motif de santé, ou, et surtout, la restriction de l'attribution des prestations sociales, qu'elles soient les allocs, qu'elles soient l'aide personnalisée au logement. Et c'est là, dans ces dispositions-là, sur les prestations sociales, que
se nicher en quelque sorte quelque chose que moi j'ai dénoncé, c'est-à-dire l'idée d'une préférence nationale. Quand vous dites qu'il faut 5 ans de résidence pour obtenir telle ou telle prestation, vous dites clairement que un étranger doit attendre 5 ans pour avoir une gueule suffisamment sympathique pour toucher. Je parle comme on parle. Hein. Bon. Et qu'en revanche, le François, lui, il les a tout de suite ou au bout de 3 mois. Bon. C'est. En fait, vous sentez bien que derrière tout ça, il y a cette distinction entre les identités, la bonne identité et la mauvaise identité, si on dit. Et c'est ce que j'appelle, moi, en le dénonçant, la préférence nationale. On se retrouve donc avec, comme j'ai eu l'occasion de le dire, le Conseil constitutionnel qui a remis, non pas l'Église, parce que nous sommes un État laïque, mais la mairie au centre du village. À votre avis, pourquoi la peur des étrangers est encore autant manipulée, alors que, comme vous l'avez dit, l'histoire de l'immigration est aujourd'hui bien connue, quand même, enseignée à l'école, dans les programmes scolaires depuis quelque temps maintenant. Je pense que les Français ont quand même un peu de recul et de connaissances par rapport à ça. Et notamment, est-ce qu'on n'a pas ici une contradiction avec les événements qui ont été proposés justement par le président actuel, avec notamment la panthéonisation de Joséphine Baker, il y a 2 ans, avec la future panthéonisation de Méliné et Missak Manouchian, qui représente justement l'investissement des étrangers au service de la France au moment des heures les plus sombres de son histoire. Est-ce que c'est pas une volonté du président de la République de cacher l'arbre de l'intégration, de montrer l'arbre de l'intégration qui cache la forêt de l'intolérance Voilà. Donc, est-ce qu'on peut vraiment en même temps glorifier certains étrangers et refuser les autres ? D'une certaine façon, on a plusieurs sources de l'immigration, mais les arguments qui sont portés contre l'immigration sont presque exclusivement sur la question économique. Enfin, il était comme ça jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, c'est plutôt... c'est l'horrible expression du remplacement des populations. Vous avez évoqué ce deuxième argument. Vous avez eu raison de le traiter en quelque sorte par le mépris. Hein, en disant, de toute façon, sur l'augmentation de 700 à 800 000 de la population française, il y en a 200, 300 000 qui viennent de l'immigration. Ça a toujours été comme ça et c'est très bien que ça reste comme ça. Et vous avez eu parfaitement raison de le dire. Je ne crois pas, comme on veut souvent le faire croire, que les Français sont tous opposés, racistes, intolérants à toute forme d'immigration dans notre pays. Je crois même que nous sommes un des pays, en tout cas pour l'instant, encore l'un des plus accueillants au monde. Je ne crois pas que les Français soient contre l'immigration. Je pense qu'ils semblent demander simplement une immigration plus contrôlée, moins irrégulière, avec une intégration plus accompagnée et plus efficace. Je ne vais pas faire de langue de bois. Il y a trop d'immigrés en situation régulière, d'après vos dires, entre 600 000 et 900 000, qui ne sont pas reconduits chez eux. Ils restent en France, ont des enfants et dans nos écoles, et de ce fait, on les garde. Monsieur Georges Marchais a dit qu'il fallait arrêter l'immigration. Monsieur Michel Rocard a dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Est-ce qu'ils sont bien accueillis quand ils dorment dans la rue ? Ce n'est pas leur rendre service de les accueillir dans ces conditions. C'est une très belle phrase, une très belle expression. Elle date d'il y a 40 ans. Et comme tout ce qui date d'il y a 40 ans, je me permets de vous le dire, ça ne fonctionne plus en 2024. Voilà. Et vous voyez, je vous tiens des propos, puisque, encore une fois, je n'ai pas d'électeurs à séduire, ni d'un côté ni de l'autre, des propos qui sont les propos de la réalité, de la vérité, du terrain.
Aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'afficher. Aucun d'entre vous, de gauche ou de droite, ne va aller sur les marchés pour dire « Je vous propose d'accueillir toute la misère du monde ». Bien entendu, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il n'empêche que l'idée « on ne va pas accueillir toute la misère du monde » est une idée qui est devenue complètement irréaliste. Et c'est pour ça, je termine là-dessus, qu'un des éléments dont on ne parle jamais dans les politiques d'immigration, c'est la coopération internationale. Nous devons travailler sur la réalité et nous devons faire une politique, et notamment une politique d'intégration, qui fait face à la situation, aux flux existants, et non pas se dire nous allons réduire de moitié, du tiers les flux, et là on va faire une politique d'intégration formidable, l'embouteillage des préfectures. Et le fait qu'aujourd'hui, il faut des mois et des mois aux personnes qui veulent et qui peuvent et qui ont le droit d'avoir un séjour régulier, ils n'arrivent pas à l'avoir parce qu'ils n'arrivent pas à déposer leur dossier, ils n'arrivent pas à avoir par définition la réponse et à avoir le titre de séjour. Et donc, ils sont à la fois dans une situation, si on se réfère au texte, parfaitement régulière, mais cette situation est une situation régulière virtuelle et il se trouve dans la réalité sans papier et dans une situation irrégulière. Et nous avons là, il faut bien le dire, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que je connais personnellement, en lui disant que je pense que c'est quelque chose qui va exploser. Pour notre part, donc, je le dis, continuerons d'accompagner les personnes en considérant les droits fondamentaux. Je l'ai évoqué, un enfant, sa place, c'est à l'école. Une femme qui fuit la violence, la guerre, notre devoir, c'est de travailler à pouvoir accueillir, organiser ses droits pour ici ou pour ailleurs. Il me semble que c'est à la fois une responsabilité individuelle, mais c'est incontestablement pour la municipalité une responsabilité de sa politique municipale et d'y travailler. Ce débat ce soir contribue, il me semble, c'était l'enjeu, et je vous remercie une nouvelle fois, monsieur le ministre, un enjeu d'éclaircissement dans un moment où le choc des idées, des formules, parfois assombrit les esprits, en tout cas ne contribue pas, il me semble, à l'intelligence collective, à un moment où nous en aurions le plus, au contraire, besoin. J'espère que nous y avons contribué. Incontestablement, votre présence a alimenté la réflexion et a obligé les uns les autres, au sens positif du terme, évidemment, à nourrir la réflexion des Villejuifoises et des Villejuifois qui nous écoutent. Soyez-en absolument remerciés.